tout le monde. Merci d'être si nombreux pour ce premier meeting de campagne à Marseille. Installez-vous, je vois qu'il y a encore des personnes qui rentrent dans la salle. Du coup, aujourd'hui, nous avons avec nous deux députés, Daniel Obono et Mathilde Panot, présidente de l'Assemblée, et deux eurodéputés, Manuel Bompard et Manon Aubry. Je tenais à remercier les militants qui nous ont aidés à mettre en place ce meeting. Merci beaucoup, vous pouvez vous applaudir. Et merci à nos députés d'être parmi nous. On est très contents de les accueillir. Je vais passer le micro à Manon. Et bon meeting à tous. Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis, enfin je parle pour nous quatre, mais vous m'autorisez ? Vous direz vous-même ce que vous en pensez. On est ravis d'être ce soir à Marseille, je crois que c'est le premier événement de campagne qui est organisé dans le cadre de cette campagne présidentielle. Donc on est vraiment heureux d'être là et je voudrais d'abord commencer ce soir par remercier toutes celles et tous ceux qui ont rendu possible l'organisation de ce meeting. Des militants qui ont collé des affiches, qui ont distribué des tracts, qui en ont parlé autour d'eux. Parce que cette campagne politique, elle ne vivrait pas sans chacune et chacun qui fait campagne. Alors, on est désolé, on est tellement nombreux ce soir que je vois des personnes qui sont debout. Alors, n'hésitez pas à passer un message à la mairie de Marseille pour qu'ils facilitent l'accès à des salles pour faire campagne. C'est toujours mieux en période démocratique. Mais par ailleurs, c'est aussi un symbole politique. Aujourd'hui, quelle formation politique est capable d'organiser des meetings comme ce soir, sans même la présence de son candidat, avec des oratrices et des orateurs, de réunir plusieurs centaines de personnes dans une salle, quand je vois que certains candidats peinent à réunir ne serait-ce que quelques dizaines de personnes à certains endroits. Donc mesurez bien aujourd'hui la force de votre présence ce soir, à 2 mois de cette élection présidentielle. C'est déjà un symbole énorme que vous soyez si nombreux ici à vous intéresser à la politique, à faire de la politique et à faire vivre cette campagne. Et c'est une preuve de notre force collective. Alors, évidemment, ce soir, on va vous parler de tout un tas de sujets, mais j'arrive pas à m'empêcher à commencer par une petite revue d'actualité. Alors, moi, j'ai ouvert mon journal Les Échos en début de semaine. Me huez pas, c'est une référence en matière économique. Et puis, j'ai ouvert mon journal Les Échos, et puis, même Les Échos, devinez quoi, ils se sont émus des dividendes versés par les entreprises du CAC 40 à leurs actionnaires. Alors, on nous a dit que c'était la crise. On le voit tous, les prix augmentent à droite, à gauche, et puis, soudainement, les entreprises du CAC 40 ont versé 69 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires. Je peux vous dire, moi, j'ai travaillé pendant des années à évaluer le taux de redistribution au sein des grandes entreprises. C'est simple, c'est quasiment du jamais vu. Et le pire, c'est d'aller regarder dans les détails. Si les entreprises versent autant de dividendes, alors certaines versent même plus de dividendes que ce qu'elles ont fait de bénéfices. Mais il y en a certaines qui ont fait des profits records. C'est le cas de l'entreprise Total. Total, une entreprise qui vit, qui fait du profit sur des catastrophes climatiques. Total, une entreprise qui participe au dérèglement climatique. Total enregistre son bénéfice record de l'histoire du CAC 40. Voilà à quoi il mène. Voilà aujourd'hui le résultat d'une politique économique qui a été complètement aveugle, où on a versé de l'argent sans aucune contrepartie. Et vous l'avez peut-être vu, là, Emmanuel Macron, il nous a sorti son dernier truc, c'est vous savez, le contrat social. Il y aurait des droits et des devoirs pour les citoyens. Alors bizarrement, les devoirs, on demande ça qu'aux chômeurs, comme si ils n'avaient qu'à traverser la rue pour trouver un emploi. En revanche, bizarrement, on ne demande jamais aucun devoir à ces entreprises du CAC 40 qui ont réalisé des bénéfices et versé des dividendes records en l'espace d'une année.
Alors, quand je vois la facilité avec laquelle ils versent tant de milliards d'euros de dividendes, si déconnectés de notre réalité à nous, j'ai envie de me dire cette semaine, en voyant ces profits records, que plus que jamais, nous avons raison de porter une taxation exceptionnelle sur les profiteurs de la crise. Parce que oui, aujourd'hui, on ne manque pas de richesse. L'enjeu, c'est de partager. Et dans ces entreprises qui se frottent bien les mains, qui se font pas mal de sous, vous en avez une dont on a aussi parlé dans l'actualité. Alors celle-là, c'est le comble, je crois, de l'indécence. Vous allez me voir venir, c'est une entreprise qui spécule sur ce qu'on a appelé l'or gris. Bah oui, apparemment, les vieux, c'est lucratif. C'est tellement lucratif que Orpea, ils ont quand même multiplié leurs dividendes par 20 en l'espace de 10 ans, plutôt pas mal. Et puis dans le même temps, vous l'avez vu avec ce scandale, pendant qu'ils ne rationnaient pas les dividendes, ce qu'ils ont rationné en revanche, c'est le nombre de biscottes qu'ils distribuaient, c'est le nombre de minutes exactes qui étaient passées avec chacune des pensionnaires dans ces maisons de retraite Orpea. Et au final, quand on a des familles entières, et je suis sûre que c'est le cas ici dans cette salle, qui se saignent littéralement pour offrir juste un confort de vie à nos personnes âgées, celles et ceux, nos parents, nos grands-parents qui se sont eux-mêmes saignés pour nous. Et on a tous fait cette expérience d'une maison de retraite qui coûte quelques milliers d'euros et pour laquelle absolument toute la famille contribue. Alors pendant que toute une famille se saigne pour payer juste des jours heureux à nos grands-parents ou à nos aïeuls, eh bien on a des entreprises, des patrons comme Orpea qui font le choix de chercher à faire des bénéfices à tout prix. Et le comble de l'indécence est allé jusqu'à le patron de Orpea, qui non seulement a tenté de soudoyer les journalistes qui ont sorti cette enquête en leur proposant de l'argent, et le pire de tout ça, c'est avant même que cette enquête sorte, parce qu'il savait que l'enquête allait sortir, parce qu'il savait que Orpea serait sur le devant de la scène. Eh bien, le patron, vous l'avez peut-être vu, c'est sorti hier, je crois, dans la presse. Il s'est dit, vite, il y a encore plus d'argent à se faire et je risque d'en perdre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu ses actions pour 600 000 €. Si ça, c'est pas le comble de l'indécence. Et je reprends un slogan, alors il n'était pas de moi, c'était Olivier Besancenot, je crois qu'il l'avait dit, mais qui, je trouve, est très juste. Aujourd'hui, faire du profit sur nos mamies ou sur nos papis, c'est le comble du capitalisme et de l'indécence, le comble de l'immoralité qu'ils ont poussé jusqu'à leur terme. Et donc c'est pour ça que nous nous assumons de dire face à ces voyous, et oui ce sont des voyous quand on fait de l'argent sur la maltraitance de personnes âgées, nous assumons de dire que nous renationaliserons, et non seulement que nous renationaliserons, mais aussi que nous créerons suffisamment de place pour que chaque personne âgée aujourd'hui dans ce pays puisse vivre décemment, n'ait pas à compter le nombre de biscottes qu'elle mange, n'ait pas à compter le nombre de minutes qui est passé pour un soin. Et je vais même au-delà. Je suis députée européenne et donc c'est utile pour avoir une vision large. Et quand je vois aujourd'hui le taux d'encadrement dans nos EHPAD, c'est en moyenne 0,3 soignants pour un patient. La moyenne au niveau européen, elle est de 1. Vous imaginez, on est aujourd'hui, c'est une honte européenne, dans le peloton peloton de tête du pire, mais je vais vous le faire de manière plus claire, dans le peloton de fin du nombre et du volume d'encadrement de nos personnes âgées. Eh bien, ça doit être une priorité de cette campagne politique. Non seulement d'être en capacité de prendre soin de nos personnes âgées, mais bien au-delà, de faire en sorte que celles et ceux qui se dévouent tous les jours, ces aides-soignantes, ces infirmières, celles qu'on a applaudies pendant trop longtemps, mais oubliées pendant trop longtemps, qu'elles soient enfin revalorisées à leur juste valeur, revalorisées au sens de ce qu'elles apportent aujourd'hui à notre société, de ce pays qui tient tout entier sur ces femmes, et je dis particulièrement ces femmes parce que ce sont des métiers à forte prédominance féminine, que ces femmes soient enfin payées à la juste valeur et leur juste contribution dans la société.
je vous parlais de ces entreprises qui se sont engraissées, mais il se trouve qu'il n'y a évidemment pas que les entreprises. Vous l'avez sans doute vu, et c'est un des éléments du bilan d'Emmanuel Macron de ce quinquennat, les 500 plus grandes fortunes de ce pays ont multiplié leur fortune par 2. Oui, par 2. Alors imaginez si vous, votre patrimoine avait été multiplié par 2 en l'espace de 5 ans, je pense que tout le monde aurait signé. Bizarrement, ça se passe juste pour une toute petite minorité de la population. Et on est arrivé à tel point de l'immoralité de nouveau que la fortune des milliardaires, pendant cette crise économique et cette crise sanitaire, donc en l'espace d'un peu moins de 2 ans, 18 mois pour être exact, leur fortune a augmenté aussi vite qu'en toute une décennie. À tel point aujourd'hui que l'augmentation de leur fortune représente 4 fois le budget de l'hôpital public. Que s'ils n'avaient même pas augmenté, juste, on est sympa quand même, hein, on maintenait au même niveau de richesse, eh bien, le surplus qu'ils ont fait pendant cette crise, on aurait pu multiplier par 4 le budget de l'hôpital public. Et aujourd'hui, on en est dans une situation où les 5 plus grandes fortunes de notre pays, donc vous imaginez 5, on ne tiendrait même pas ici, voilà, on rajoute une chaise, donc imaginez, il y a 5 chaises. Eh bien, alors c'est pas nous 5, hein, vous imaginez bien ça évidemment, mais 5 milliardaires, les 5 les plus riches, donc évidemment il y a Bernard Arnault dans le lot, ils possèdent autant que 26 millions de personnes dans notre pays. Imaginez, vous mettez une balance et vous avez 5 personnes et 26 millions de personnes. Ils possèdent aujourd'hui exactement le même patrimoine. Et c'est une des illustrations de l'indécence, de l'enrichissement d'une toute petite minorité de la population. À tel point, pour vous donner une idée, parce qu'on se dit, et c'est vrai, souvent les milliards d'euros, ça ne parle pas. Enfin, je ne sais pas vous, pour moi, c'est assez abstrait. Aucun d'entre nous ne va gagner ne serait-ce qu'un minuscule pourcent de 1 milliard d'euros dans toute une vie. Tout ça, c'est abstrait. C'est déconnecté de notre réalité. Eh bien, je vais vous le ramener dans une réalité un peu plus courte. En une seconde, ces milliardaires se sont enrichis de 4 790 euros. Donc vous imaginez, je ne sais pas, je vais compter, allez, 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, ouf, allez, 25 000 euros, pas mal, hein, assez efficace. Voilà aujourd'hui, pour vous donner une idée concrète de ce à quoi ressemble l'enrichissement des plus riches de notre société. Et on est dans une telle situation d'indécence, j'ai vu aujourd'hui, et je trouve ça assez symptomatique de la déconnexion totale avec la réalité. Jeff Bezos, alors vous savez, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, c'est quand même un des hommes les plus riches du monde. Il a construit un yacht. Alors c'est le petit plaisir des yachts, de construire des yachts quand on est des riches fortunes. Eh bien, Jeff Bezos, son yacht, il est tellement grand, tellement massif et tellement indécent, je pense qu'il n'a même pas le temps de faire le tour de son yacht, que pour passer, alors, je ne vais pas dire de bêtises, pour passer un pont à Rotterdam, un pont qui a été construit en 1878, eh bien, il a demandé tout simplement à ce que le pont soit déconstruit, à que le pont soit démonté, juste pour être sûr que son bateau et que son yacht puissent passer. Voilà des exemples de l'indécence, de l'amassage de cette fortune qui n'a aucune connexion avec la réalité. Et dans le même temps, puisque Emmanuel Macron aime tant le « en même temps », dans le même temps, on a, dans notre pays, franchi la barre des 10 millions de pauvres, de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. On a 8 millions de personnes dans notre pays qui vivent de l'aide alimentaire. 8 millions de personnes qui vivent de l'aide alimentaire. Et évidemment, à Marseille, ici, on est bien placé pour parler. Je salue d'ailleurs une partie de ma famille qui est là, parce que j'ai oublié de vous dire que Marseille aussi, pour moi, ça voulait dire beaucoup de choses et que j'étais particulièrement contente d'être là. Mais à Marseille, on le sait plus qu'ailleurs. Marseille, c'est un taux de pauvreté de 26% qui est de 10 points supérieur à celui de la moyenne nationale. Et c'est Victor Hugo qui disait ça, c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Et je dois dire à quel point c'est vrai, et plus que jamais vrai, sous ce quinquennat d'Emmanuel Macron. Parce que si les plus riches se sont enrichis, ce n'est pas venu de nulle part. Ce n'est pas juste en se levant le matin, vous savez, Bernard Arnault qui aurait eu une idée tellement foudroyante
qu'il a pu accumuler un tel capital. Non. Aujourd'hui, si les plus riches de notre pays se sont enrichis de cette manière-là, c'est le résultat direct des cadeaux fiscaux qui ont été faits par Emmanuel Macron. C'est le choix d'Emmanuel Macron de mener une politique en faveur des riches. Et au début de ce quinquennat, je travaillais encore pour l'ONG Oxfam et on avait publié un premier rapport où on avait qualifié d'Emmanuel Macron du président des riches, mais surtout du président qui favorisait le plus les inégalités de la Ve République. Et je dois dire à quel point, 5 ans plus tard, on ne s'est pas trompé quand on voit l'impact des cadeaux fiscaux, des milliards d'euros, avec la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, avec la mise en place de la flat tax. C'est un choix politique qu'il doit d'ailleurs aujourd'hui venir assumer. Celui qui refuse de venir débattre politiquement, qui refuse le débat démocratique avec nous autres, qui faisons ni plus ni moins qu'une analyse lucide sur son bilan, eh bien, il doit voir cette réalité en face et que le 10 avril prochain, c'est l'occasion de rappeler, puisqu'Emmanuel Macron a été le président des riches, qu'il reste le président des riches, puisque eux vont se mobiliser. C'est à nous autres et à nous tous, toutes celles et tous ceux qui ont aujourd'hui payé le prix le plus fort de sa politique, de se mobiliser pour mettre un terme à ce président des riches. Et je vous le dis les amis, et je vous invite, alors c'est un peu old school parfois les programmes, on s'est aperçu que pour certains c'était compliqué d'avoir un programme à 2 mois des élections, bon, je passe, on ne va pas tirer sur des ambulances, mais c'est quand même utile un programme. Et dans un programme, vous verrez qu'une des priorités qui est la nôtre, c'est véritablement de redistribuer les richesses. Et donc ça passe par le rétablissement séance tenante de l'impôt de solidarité sur la fortune. Et l'objectif, ce n'est pas seulement de pouvoir rétablir l'équilibre entre les plus riches et les plus pauvres. Vous savez, l'impôt de solidarité sur la fortune, ça rapporte exactement 3 milliards d'euros. Et vous savez ce qu'on fait avec 3 milliards d'euros, puisqu'on a beaucoup parlé de logement cette semaine? On crée 60 000 places supplémentaires d'hébergement d'urgence et 200 000 logements sociaux par an. Voilà comment on peut répondre au mal logement. Et on le sait particulièrement ici à Marseille, où la question du logement, où que l'on se trouve dans Marseille, on est particulièrement touché. Ensuite, pour faire face à l'augmentation du coût de la vie, alors je pensais à cette phrase d'Akhenaton. Je me suis dit que c'était pas mal de parler d'Akhenaton ici, qui dit « Je pense même pas à demain, parce que demain c'est loin ». Et c'est vrai que demain c'est loin, quand on voit à quel point les prix ont augmenté dans notre pays. Que ce soit le beurre, que ce soit l'essence, que ce soit les pâtes, que ce soit la farine. Et donc aujourd'hui, pour agir face à l'augmentation des prix, nous le disons et nous assumons clairement que demain, si Jean-Luc Mélenchon est au pouvoir à partir du mois d'avril, oui, nous assumerons un blocage des prix sur les produits de première nécessité, parce que manger correctement ne doit pas être un luxe ou se déplacer. Mais je vais plus loin. Si l'on veut véritablement aider les plus pauvres de notre pays, cela passe évidemment par bloquer les prix de manière urgente, mais aussi par permettre à toutes et à tous de vivre décemment. Et de vivre décemment, ça passe aussi par l'augmentation du salaire minimum dans notre pays. Et que oui, si demain Jean-Luc Mélenchon est au pouvoir, le salaire minimum, le SMIC, passera à 1 400 € net de manière immédiate, bien au-dessus du seuil de pauvreté, parce qu'on ne doit pas être pauvre quand on travaille, mais au contraire pouvoir vivre décemment. Et puisque vous avez compris que c'était un peu mon dada, la question du partage des richesses, vous avez vu qu'une des propositions fortes que nous portions dans cette campagne, c'était la question de l'héritage. Parce que oui, 8 milliardaires sur 10, au final, ont juste été le bon spermatozoïde et la bonne personne à la naissance. Et se donner juste le mal de naître, et de naître avec plusieurs millions d'euros dans notre pays, est aujourd'hui indécent quand on voit le niveau d'inégalité. Et c'est pour ça que nous portons aussi comme proposition forte dans cette campagne, de dire à toutes celles et à tous ceux qui vont hériter de plus de 12 millions d'euros, ça va 12 millions d'euros, 8 siècles de SMIC, on vit pas mal
quand on est avec 12 millions d'euros. Avec 12 millions d'euros, nous pourrions enfin assurer à tous nos jeunes dans notre pays qui galèrent pour survivre, à tous nos jeunes qui ont fait la queue devant les distributions alimentaires pendant le confinement et encore aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à cette réforme de l'impôt sur l'héritage, nous pourrions donner une allocation d'autonomie de 1 063 € à tous les jeunes de notre pays, pour qu'aucun jeune ne vive sous le seuil de pauvreté. Voilà à quoi ça sert la redistribution des richesses. Alors on le sait, et Mathilde en parlera plus longuement, la difficulté dans cette campagne, c'est la résignation. C'est la résignation de toutes celles et tous ceux qui se disent finalement, voter ne sert à rien, ne va pas changer mon quotidien. Et moi j'ai envie de terminer là-dessus et de vous transmettre aussi cette énergie. Vous dire pourquoi aujourd'hui on fait de la politique. On ne fait pas de la politique pour monter sur une estrade, bon, c'est cool, mais c'est pas pour ça qu'on fait de la politique. On fait de la politique parce qu'on a la conviction qu'en s'investissant dans le champ politique et qu'en accédant aux responsabilités politiques, alors oui, on a le pouvoir de changer la vie des gens, de changer le quotidien, de changer ce qui nous nourrit, de changer le prix de notre logement, de changer la manière dont on se déplace, de changer notre quotidien, de changer le coût d'un EHPAD pour nos personnes âgées, de ne plus avoir peur sur l'avenir, de ne plus être inquiet. Finalement, l'espoir que l'on espère susciter avec cette campagne présidentielle, c'est aussi de se dire qu'au lendemain du 24 avril 2022, alors tout ne changera pas d'un coup, mais qu'enfin on tracera un autre horizon, un horizon pour lequel la vaste majorité de la population en sortira gagnante, un horizon pour lequel on mettra un terme à cette société de privilèges qui a été construite pendant trop longtemps dans notre pays et qui a été largement aggravée par Emmanuel Macron. Alors, puisqu'on est à Marseille et que j'espère qu'on aura fini à temps pour le match de l'OM, j'ai envie de dire qu'on va mener la bataille et aller droit au but. Et droit au but, je vous dirais que notre ambition pour cette élection présidentielle, c'est de faire en sorte que toutes celles et tous ceux qui se sont gavés pendant trop longtemps, et grâce à Emmanuel Macron, payent enfin leur juste part d'impôts, pour que toutes celles et tous ceux aujourd'hui, notamment toutes celles et tous ceux qui gagnent moins de 4 000 € dans notre pays, grâce à notre réforme de l'impôt sur le revenu, enfin paieront moins d'impôts. Et finalement, pour reprendre ce slogan des Gilets jaunes, que les gros payent gros et que les petits payent petits. Je vous remercie. Pas la peine de vous présenter Daniel. Bonsoir. Ce sera plus simple. Ouais. Bonsoir à tous et toutes. Merci beaucoup d'être là. Si nombreux et nombreuses. Ça fait toujours plaisir d'être là et c'est vrai qu'en fait, on a plein d'histoires avec Marseille. C'est la famille aussi, pour moi, pour beaucoup. Et c'est vrai que depuis 2017, Marseille, c'est un peu la capitale de la France insoumise, d'une certaine manière. Puisque vous avez élu celui qu'on espère être le prochain président de la République. Donc, la capitale s'est un peu déplacée ici. Merci d'être là ce soir. Comme je le disais, on a eu l'occasion, depuis le début du mandat, de venir régulièrement à Marseille. Moi, j'y étais il y a quelques mois, en novembre dernier. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer des militants associatifs, des habitants et des habitantes. Et je voulais partager avec vous cette expérience parce que je crois qu'elle est révélatrice à la fois de ce à quoi font face aujourd'hui des millions de citoyens et citoyennes dans ce pays et en même temps de la capacité de résistance, de solidarité, d'auto-organisation qui existe et qui nous inspire, nous ont inspirés pendant les 5 années où on a été à l'Assemblée nationale. C'est ça qui a alimenté aussi ces résistances, le travail qu'on a fait à l'Assemblée. Et je crois que c'est ça qui va aussi alimenter à la fois la bataille et la dynamique qu'on construit, la victoire, je crois, qu'on a à portée de voix, et puis ce qu'on a à construire après avril. En novembre dernier, j'étais au Fray-Vallon, un quartier dans le nord de la ville, vous connaissez certainement. J'avais été invitée par une association, Conscience, et j'ai pu
rencontré des habitants et des habitantes, notamment des mères de famille qui s'organisent pour faire face à toutes les difficultés que vous connaissez, que vous imaginez, auxquelles elles font face malgré tout ensemble. Ces difficultés, c'est notamment à travers leurs conditions de logement, leur environnement globalement, la perte des services publics, la précarité économique, les violences de toutes sortes, et y compris le manque de protection de la part de la police qui devrait être à leur écoute, mais pour plein de raisons ne le sont pas. Et puis la question du logement qui est une question fondamentale. Parce que, outre le fait qu'un toit c'est un droit, c'est aussi le point de départ d'une vie digne pour soi, pour se poser, pour avoir un emploi stable aussi. Il faut avoir une adresse qu'on peut donner pour pouvoir candidater. Et puis selon l'adresse aussi où on est, on a plus ou moins d'accès. C'est pour les enfants aussi, avoir un toit pour ne serait-ce que dormir, pour être au chaud, pour pouvoir faire ses devoirs. C'est plus qu'un droit, c'est une condition d'une vie digne. Et au Frais-Vallon, comme d'ailleurs dans beaucoup de quartiers populaires de ce pays, comme à Paris, comme à Grenoble, où j'étais aussi dans le cadre de ces rencontres, les conditions, vous le savez, et vous les connaissez, sont absolument déplorables. C'est des conditions de vie indignes, c'est un mépris, en vérité, de la part, y compris des institutions sociales qui devraient être là auprès des citoyens. Et c'est surtout de la part des habitants et des habitantes un sentiment de déclassement, un sentiment de mépris qui parfois se transforme en apathie, mais parfois aussi fait surgir de la résistance et de la mobilisation. C'est ce que j'ai vu avec ces femmes, ces habitantes qui, malgré tout, et ça c'était dans les témoignages quelque chose qui ressortait, l'entraide et la solidarité qui était très forte. C'est ce qui se passe également, par exemple, dans la région de Grenoble, où il y a une association aux Essarts, au quartier des Essarts, aussi un quartier parmi les plus pauvres, et où il y a eu une mobilisation autour de l'augmentation des loyers, où les habitants voyaient leur loyer augmenter, déjà très précaire, au nom de la rénovation énergétique. Ça aussi, c'est une question absolument fondamentale. Et donc, les habitants se sont organisés et sont allés manifester devant le bailleur social et continuent à se mobiliser. Et je trouve que dans ces exemples qu'on a, et c'est une des questions, la question du logement digne, de l'accès au logement, une des questions pour lesquelles on a été souvent le plus interpellé, parce que c'est un problème systémique, ce n'est pas une fatalité. Et je pense que des millions de gens qui s'organisent pour obtenir un logement digne le savent. Ce n'est pas une fatalité, c'est le produit d'un système de marché, d'un système de concurrence, qui fait qu'aujourd'hui, on a dans notre pays, et c'est la Fondation l'Abbé Pierre qui présentait son rapport il y a quelques jours, qui fait un bilan absolument au vitriol de la mandature d'Emmanuel Macron. Vous vous rappelez, c'est Emmanuel Macron qui disait il n'y aurait plus une seule personne dans la rue lors de son début de mandat, avant la fin de la première année de son mandat, et on sait aujourd'hui qu'il n'y en a pas une, deux, il y en a 300 000 dans notre pays aujourd'hui qui sont privés de domicile fixe. Il y a 4 millions de personnes qui sont mal logées. Il y en a 14 millions qui connaissent des difficultés à cause de la crise du logement. Et cela, je le répète encore une fois, ce n'est pas une fatalité. C'est les choix. C'est le choix de laisser le marché jouer sur l'augmentation des prix, jouer sur la gentrification. Et une des choses, je crois, qu'on n'a pas arrêté de dire tous et toutes, qu'on soit militant, qu'on soit élu, c'est qu'il est possible de faire autrement. Manon l'évoquait, une des difficultés auxquelles on fait face, c'est la fatalité.
Et je crois que le message qu'on a apporté et qu'on porte dans cette campagne, c'est de dire que nous pouvons changer les choses sur des questions comme la question du logement, sur des questions comme les questions des salaires. C'est les propositions que nous mettons en avant dans notre programme. Parmi les grandes propositions que nous faisons à ce niveau-là, il y en a une symbolique, mais qui veut dire aussi et qui donne en fait la boussole sur laquelle on veut construire ce nouveau mandat à partir d'avril 2022. C'est le fait d'inscrire le droit à un logement digne dans la Constitution. Parce que c'est notre texte fondamental et que ce droit fondamental, il doit être inscrit et il doit nous obliger, y compris la majorité de l'Union populaire qui, on l'espère, va tout faire pour, arrivera en juin prochain, à mettre en accord cette inscription dans la Constitution avec tous les projets de loi que nous mettrons en œuvre à ce moment-là. Donc ça, c'est l'aspect symbolique. Mais il y a les mesures d'urgence tout de suite qu'attendent justement des millions de personnes. Et ces mesures d'urgence, tout d'abord, Manon l'a bien expliqué, là aussi, il n'y a pas d'argent magique, mais on sait l'argent qu'il y a et qu'il existe et qu'on peut récupérer par un véritable partage des richesses tout de suite avec des taxes sur les dividendes, les surprofits. Et cet argent, il peut être mis tout de suite à disposition pour rénover et réhabiliter tout de suite des hébergements d'urgence. Ça, c'est une mesure qui permettrait dans un court terme de faire face à la situation. Ça permettrait également de réquisitionner et de réhabiliter l'ensemble des logements vides accessibles aujourd'hui qui existent pour les réquisitionner. Et là aussi, on sait que c'est un choix des préfectures, c'est un choix des mairies, c'est un choix du gouvernement de ne pas réquisitionner. Cela permettrait notamment sur la question de l'hébergement d'urgence des femmes victimes de violences. Aujourd'hui, une des questions clés pour lutter contre les violences, c'est cet hébergement d'urgence. Nous mettrons en œuvre un programme qui permettra de créer 20 000 places d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences. Et ça, c'est quelque chose qui peut être fait tout de suite. Ce qui peut être fait tout de suite, c'est également un encadrement à la baisse des loyers. Parce que même quand on est dans un logement même décent, la question du coût du loyer et de la part que cela porte sur les foyers est parfois exorbitante. Et donc, on peut mettre en place des mesures d'encadrement à la baisse et pas simplement se satisfaire des processus de gentrification et du fait que, y compris, on crée au sein des villes, au sein des métropoles, des espaces où, alors c'est pas la situation à Marseille est un peu différente, mais dans énormément de métropoles où les classes populaires ne peuvent plus vivre dans la ville, quand elles y vivent dans des conditions extrêmement difficiles, extrêmement graves, avec, on le sait, comme à Marseille, des drames comme ceux de la rue d'Aubagne, ou encore aujourd'hui, et ça c'est quelque chose qu'il faut continuer, sur lesquels il faut continuer à se battre, que plus d'1 millier de personnes sont encore dans des hébergements temporaires et sont encore dans cette précarité. Et ça, c'est une chose auquel nous prendrons en charge de manière beaucoup plus volontariste. Mais on a ce phénomène de gentrification qui écarte des villes et qui écarte un accès à un logement digne parce qu'il y a une gentrification, parce qu'il y a une augmentation des prix. Alors, il y a toute une série de mesures d'urgence, mais il y a aussi une stratégie sur le moyen long terme. Parce que l'enjeu, et ça c'est possible, de pouvoir loger tout le monde. Pour cela, il faut mettre les moyens. Pour ça, il faut avoir une stratégie de l'État en matière de construction de logements sociaux. Et oui, nous assumons qu'il faut plus de logements sociaux et pas simplement du logement social moyen haut de gamme, comme on dit, et ça a été le choix des politiques jusqu'à présent, mais du vrai logement social. Et ça, nous mettrons les moyens pour qu'il y ait des constructions de 200 000 logements sociaux par an pour pouvoir donner un accès à toutes les catégories sociales à ce logement social.
une condition également pour vivre dignement, c'est que les personnes qui sont dans les logements aient accès à ce qui fait la vie de base, les minimums vitaux. Et une des mesures que nous mettons en avant, c'est par exemple la gratuité des premiers mètres cubes d'eau et d'énergie. Parce que trop souvent, trop de gens vivent aujourd'hui dans des conditions de précarité absolument inimaginables. Et je crois qu'on en parlera également avec Mathilde sur ces exemples. Le manque d'accès à l'eau, une explosion en termes de prix de l'énergie. Là aussi, on sait que c'est un choix politique du marché parce que aujourd'hui, vous avez les producteurs d'énergie et les distributeurs qui font des marges phénoménales, alors que là aussi, on pourrait et on devrait pouvoir bloquer les prix et faire en sorte que cette facture-là soit réduite. Et donc, nous mettrons en place non seulement les mesures de blocage des prix à ce niveau-là également, mais également la gratuité pour un minimum vital. Tout ça, si je passe du temps là-dessus, c'est pour montrer qu'on a à la fois des propositions concrètes sur une question centrale du quotidien et sur le long terme. Tout ça, ça va nécessiter effectivement un État stratège qui choisit de mettre l'accent sur un accès abordable, sur un accès social. Ça veut dire aussi une relance de l'activité par la rénovation énergétique, par la construction, en suivant bien sûr la ligne de la règle d'or et de la transition écologique pour faire en sorte que ces logements soient abordables. Et ça va aussi nécessiter la mise en œuvre de toutes les énergies, toutes les intelligences. Et au cœur de cela, de mon point de vue, il y a une question centrale pour aujourd'hui, pour les emplois, dans le bâtiment, mais plus largement, l'idée que nous avons, c'est que ce soit sur la question du logement, que ce soit sur la question des transports, que ce soit sur tout un ensemble de problématiques, nous allons avoir besoin de toutes les forces et de toutes les intelligences, et en particulier l'intelligence et les forces de la jeunesse. C'est le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, parce qu'on sait aussi que dans la situation actuelle, la crise a révélé ce qui était et ce qui est aujourd'hui un problème systémique, c'est la précarité dans la jeunesse. Cette jeunesse dont aujourd'hui Emmanuel Macron nous explique que pour celles et ceux qui arrivent jusqu'à l'université et qui sont dans la précarité, c'est quand même un comble que quasiment l'université soit gratuite et donc ouvrant la porte à l'augmentation des frais d'inscription, ce qui est de l'en même temps particulièrement macronesque. Comme ils sont précaires, on va les rendre encore précaires. Cette jeunesse qui, pour une bonne partie, n'a pas accès à l'enseignement général ou n'a pas accès au parcours choisi parce que les secteurs, par exemple, de l'enseignement professionnel sont dévalorisés et ce sont les secteurs, au contraire, dont on va avoir besoin pour cette relance de l'activité, pour ces rénovations énergétiques. On va avoir besoin de techniciens et de techniciennes de haut niveau, de plombiers, d'artisans. Et ce sont ces métiers-là qui sont des métiers d'avenir, qui doivent être ceux aussi où on cherche l'excellence et où on met et on finance pour toutes les catégories sociales et pour toute la jeunesse. Ça doit être des perspectives si on y met les moyens et si on y met aussi du sens de participer à un avenir collectif. Cette jeunesse qui, sous la Macronie, n'est pas restée simplement victime de la précarité, c'est aussi extrêmement mobilisée dans notamment les luttes sur les grèves climatiques, dans les luttes pour l'égalité, contre les discriminations, contre les violences policières. C'est donc pour nous un enjeu fondamental, pas simplement au quotidien, dans les études, dans le fait, et cela a été dit par Manon, que nous choisissons nous, de créer un héritage social et de financer pour tous les jeunes une allocation d'autonomie, tous les jeunes à partir de 18 ans dans l'enseignement général, mais aussi à partir de 16 ans dans l'enseignement professionnel. Et ça, c'est un choix de société que nous faisons pour que les jeunes puissent étudier, apprendre et ne pas devoir travailler à côté. Mais c'est aussi fondamental parce que, comme je le disais, la question de la transition écologique, ce n'est pas simplement dans
des secteurs du bâtiment, de la rénovation, ce n'est pas simplement dans des secteurs professionnels, c'est sur tout un ensemble de champs et de savoirs. Quand j'étais au Fray Vallon, j'ai rencontré 2 jeunes étudiantes qui me disaient qu'elles faisaient un parcours elles étaient au lycée et elles faisaient un parcours de santé sanitaire et sociale, ce qui m'a énormément impressionnée parce qu'elles voulaient être infirmières. Alors qu'en ce moment, les infirmières et tout ce secteur du médico-social qui a tenu à bout de bras et nous a permis de faire face pendant la crise sanitaire et continue à le faire, ont plutôt tendance à quitter l'hôpital public, merci Monsieur Véran et son soi-disant Ségur, qu'à s'engager. Alors qu'il y a des vocations, il y a une jeunesse qui veut pouvoir s'engager, qui est solidaire et qui veut être au service de la population. Et c'est cette jeunesse-là aussi qu'il faut soutenir. Et ces secteurs-là aussi qu'il faut développer. Les métiers du lien, les métiers du soin, les métiers de l'aide aux plus âgés ou aux plus jeunes. Et nous croyons que c'est un point fondamental aussi de la société qu'on veut construire. Pour faire face au changement climatique, il va falloir renforcer les liens, il va falloir renforcer la solidarité. Et donc, il faut créer aussi une transition écologique et solidaire qui mette au cœur de ce que nous construisons la réduction des inégalités, qui mette au cœur de ce que nous construisons ces salariés, ces travailleurs et travailleuses notamment essentiels dans les métiers du lien, dans les métiers de la santé. Et c'est aussi ces perspectives que nous voulons donner à la jeunesse, en revalorisant ces métiers qu'on dit féminisés, mais qui doivent être ouverts à tous et toutes, en revalorisant leur salaire, en revalorisant leurs conditions de travail. Ce sont ces perspectives que nous voulons donner à la jeunesse et à tous et à toutes aujourd'hui, dans ces secteurs qui sont extrêmement mobilisés. On en entend peu parler, mais la question de la santé, du médico-social, aujourd'hui, des centaines de personnes étaient encore, des milliers de personnes étaient encore mobilisées il y a quelques jours. Ce sont des secteurs aussi en lutte et ça doit être aussi ça qui porte le programme que nous mettons en avant parce que nous avons des réponses immédiates et des réponses stratégiques. Nous pouvons redonner du sens et nous devons redonner du sens à ces secteurs, à ces professions et à la jeunesse qui doit aspirer à pouvoir contribuer à la solidarité et au lien social. C'est aussi ça le défi de notre campagne. Pour finir, je voudrais revenir sur l'idée que ce qu'on défend, ce n'est pas simplement un programme avec des chiffres concrets. Je l'ai dit, on s'appuie aussi sur la mobilisation citoyenne, on s'appuie aussi sur la mobilisation des salariés. Je trouve qu'on est quand même dans une période assez inédite avec des luttes, des résistances qui existent, qui continuent. Et pour nous, c'est un peu l'amalgame parfait. Parce que nous pensons que cette dynamique électorale que nous construisons, elle ne peut pas se faire dans du vide, elle ne peut pas se faire à froid. Notre programme reprend à son compte toutes les revendications des mouvements sociaux de ces dernières années. Mais il ne peut être porté au pouvoir que parce que celles et ceux qui se sont battus à nos côtés, la jeunesse, les salariés, les travailleurs, le portent aussi. Et donc c'est un enjeu pour nous d'être en ce moment même en campagne aux côtés de celles et ceux qui luttent et de montrer que ce que nous apportons, c'est aussi une perspective immédiate par rapport à leurs revendications, mais aussi de cet autre monde que nous avons à gagner et qui est à portée de voix à partir d'avril et de juin 2022. Je vais maintenant laisser la parole à Manuel Bompard, qui n'a pas besoin d'être présenté. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup. Daniel, je mets le chronomètre parce qu'on est 4 et je sais qu'il y a le match ce soir, donc on veut vous laisser un petit peu de temps pour pouvoir le regarder tout à l'heure. Je voudrais vraiment vous remercier d'être présentes et présents, nombreux ce soir. On m'a fait passer le message, puisque maintenant, comme on distribue des masques FFP2, c'est facile de compter le nombre de participants au meeting. On m'a dit qu'on était 300 personnes dans cette salle aujourd'hui et je crois que c'est une belle réussite. Et je voudrais vous dire que cette belle réussite, elle s'ajoute
aux réussites que constitue l'ensemble de ces réunions publiques qu'on fait partout dans le pays, cette semaine, mercredi à Rouen, lundi à Valenciennes avec certains de nos collègues parlementaires ou parlementaires européens, et puis bien sûr au succès aussi qu'ont les meetings de Jean-Luc Mélenchon partout dans le pays. On était hier soir à Tours, près de 2500 personnes qui se sont déplacées pour écouter notre candidat. Et vous la sentez comme moi, cette dynamique de la campagne présidentielle qui, petit à petit, est en train de grandir. On la voit dans la participation à ces meetings, à ces réunions publiques. On la voit dans ces 4000, 5000 personnes qui, chaque semaine, signent sur Mélenchon 2022 pour rejoindre la campagne, s'engagent dans des groupes d'action, font des porte-à-porte, font le travail de conviction qui est nécessaire pour remporter cette élection présidentielle. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire aussi. Cette dynamique, on la voit aussi dans la vente de notre programme, l'Avenir en commun, qui est sorti au mois de novembre en librairie, et je vous annonce ici ce soir qu'il s'est déjà vendu à 150 000 exemplaires partout dans le pays. C'est la preuve de l'intérêt qu'il y a pour notre campagne. Et puis cette dynamique, c'est aussi ces personnes, ces personnalités issues du mouvement social, syndicalistes, personnalités associatives, artistes, intellectuels, économistes, chercheurs, bref, toutes celles et ceux qui ont décidé de rejoindre le Parlement de l'Union populaire que l'on a mis en place au mois de décembre. Et je veux citer ici Aurélie Trouvé, ancienne présidente d'Attaque, Alma Dufour, militante des Amis de la Terre, Annie Ernaux, écrivaine. Bref, toutes celles et ceux qui n'étaient pas membres de la France insoumise et qui se disent, comme je crois chacune et chacun d'entre nous dans cette salle, que cette élection présidentielle, c'est une élection qui va être cruciale, qu'il y a des enjeux qui sont déterminants, et qu'il ne faut pas passer son tour, qu'il ne faut pas la regarder de loin, qu'il faut rentrer dans la bataille, qu'il faut rentrer dans le combat, qu'il faut faire en sorte qu'on ne regrette rien le soir du 10 avril prochain, qu'on se soit donné au maximum, qu'on ait fait tous les efforts pour ne pas avoir la gueule de bois. Et je crois que moi aussi, je peux prendre un engagement pour toutes les personnes qui sont sur cette scène. C'est que oui, on va tout donner. Oui, on va faire le maximum et je vous invite à faire de même. Et le 10 avril prochain, on a des grandes choses à faire pour ce pays. Voilà l'objectif qui est le nôtre pour les 2 mois de campagne qui restent. Alors, ces grandes choses, c'est bien sûr d'abord, et ça a été dit par Manon, ça a été dit par Daniel, c'est d'abord éradiquer les fléaux qui gangrènent notre société, de la pauvreté, de la misère, de la souffrance, du mal logement, de ces personnes qui n'arrivent pas à finir les fins de mois. C'est bien sûr ce que nous avons à faire le 10 avril prochain, redonner du souffle, de la vie à une démocratie qui est aujourd'hui à bout de souffle. Et tout ce qui s'est passé depuis l'élection présidentielle de 2017 n'a fait que renforcer et conforter le diagnostic et les propositions qu'on avait posées avec Jean-Luc Mélenchon en 2017. Mais c'est aussi, et c'est le thème qu'on m'a demandé d'aborder ce soir, le 10 avril prochain, une date qui sera décisive du point de vue de notre capacité, de la capacité de la France, bien sûr, à peser, mais de la capacité aussi à faire en sorte que le monde lui-même prenne enfin les mesures nécessaires pour faire face à l'urgence climatique et environnementale. Le diagnostic sur ce sujet, j'imagine que vous le connaissez, et on n'est pas là pour vous abrutir de chiffres. Quelques éléments rapides. Le dernier rapport du GIEC, les experts, le groupement international des experts sur le climat, qui nous dit qu'au rythme actuel des engagements qui sont pris par l'ensemble des pays dans le monde, on est sur une trajectoire qui nous amène autour de 2,5 degrés de réchauffement climatique. 2,5 degrés, c'est par rapport à ce qu'on appelle l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire à peu près les années 1850. On a déjà 1,1 degré de réchauffement depuis cette date. La trajectoire actuelle, c'est autour de 2,5 degrés. Je vous rappelle que nous avions, la France et d'autres pays, signé les accords de Paris où nous nous étions engagés à faire le maximum pour essayer de limiter la hausse de la température à 1,5 degré. Et malheureusement, on en est bien loin. Alors bien sûr, on ne peut pas agir tout seul sur le sujet. Bien sûr, ce n'est pas que la France qui peut faire en sorte qu'on remplisse ses objectifs. Mais oui, notre pays, il a un rôle déterminant à jouer face à cette situation, dont il faut comprendre les conséquences. Parce que des chiffres comme ça, de hausse de température, on peut se dire, ça mène à quoi? On ne sait pas trop, qu'est-ce que ça veut dire, 1,5, 2 degrés, 2,5 degrés.
La différence entre 1,5 et 2 degrés de réchauffement climatique, c'est 80 millions de personnes de plus qui auront faim d'ici à 2050. C'est 1,7 milliard de personnes qui seront exposées à des situations de canicule ou de très forte chaleur. C'est des centaines de millions d'habitants supplémentaires, habitants des villes côtières, qui seraient menacés par la hausse du niveau de la mer. Voilà les conséquences très concrètes de les politiques publiques qu'on pourra mettre en place en avril prochain si nous arrivons au pouvoir et aux responsabilités. Et la question qui va nous être posée, c'est de savoir si le 10 avril, on veut continuer comme avant, avec celles et ceux qui, soit par ignorance, soit par mépris, soit par soumission aux intérêts économiques, continuent à laisser le monde aller à sa perte. Ou si au contraire, on assume l'idée qu'il ne peut pas y avoir de politique écologique digne de ce nom, sans rupture avec les logiques économiques actuelles, qu'il faut avoir un programme qui est un programme radical, un programme qui interroge les fondements d'organisation de la société en profondeur, un programme qui refuse que l'écologie soit seulement adoptée au prisme des comportements individuels et de la culpabilisation, en particulier des catégories populaires, et qui assume l'idée que c'est d'abord à celles et ceux qui polluent le plus, c'est-à-dire aux grandes fortunes de ce pays, aux multinationales, aux plus riches, d'abord de faire les premiers efforts et d'être mis à contribution. Vous savez, Victor Hugo avait cette phrase, tout à l'heure il y a Manon je crois qui a cité Victor Hugo est dans cette salle peut-être aujourd'hui, il y a Victor Hugo qui disait « c'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain ne l'écoute pas ». Et une des questions du 10 avril prochain, c'est de savoir si le genre humain va continuer à ne pas écouter la nature ou si au contraire nous allons enfin prendre cette question à bras-le-corps. Prendre cette question à bras-le-corps, c'est mettre en place un programme qui se fixe pour objectif de dompter l'économie pour la mettre, bien sûr, avec un premier objectif, c'est de satisfaire les besoins fondamentaux, mais de le faire dans le respect des limites qui sont les limites de la planète, des limites qui sont celles de l'écosystème. Parce que bien sûr, on parle d'urgence climatique, elle est sérieuse, j'ai donné quelques éléments chiffrés, mais il ne faut pas oublier aussi l'urgence en matière de biodiversité. C'est la plateforme qu'on appelle l'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC en matière de biodiversité, qui nous dit aujourd'hui qu'il y a 1 million des 8 millions d'espèces qui sont recensées partout dans le monde, qui sont menacées de disparition dans les prochaines décennies. Le programme de Jean-Luc Mélenchon, le programme que nous portons ensemble, l'avenir en commun, c'est un programme qui dit d'abord que nous inscrirons dans la Constitution ce qu'on appelle la règle verte, c'est-à-dire l'idée que toute politique publique désormais devra être conditionnée au fait qu'on ne prenne pas davantage à la planète chaque année que ce qu'elle est capable de régénérer. C'est le premier objectif que nous prenons. On est bien loin sur ce sujet du bilan d'Emmanuel Macron. Vous vous rappelez, Emmanuel Macron, le champion de la Terre, c'était le champion de la Terre. Avant chaque élection, il arrive et il dit l'écologie, c'est quand même très important. Puis après chaque élection, il ne parle plus jamais d'écologie. Il nous l'a fait avant les élections européennes, dans la campagne des élections européennes. Vous allez voir le tournant du quinquennat. Ça, enfin, j'ai pas eu le temps avant, mais maintenant, je vais vraiment m'attaquer à la question écologique. C'est quoi le bilan? Parce que maintenant, on peut dresser le bilan. Parce qu'ils sont très forts dans les périodes électorales pour dire voilà ce qu'on va faire dans la mandature suivante. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Qu'est-ce qu'ils ont fait avant en matière d'urgence climatique, en matière d'urgence environnementale? Vous vous rappelez de la promesse de l'interdiction du glyphosate? Oubliez. Vous vous rappelez de l'interdiction de ces pesticides tueurs d'abeilles qu'on appelle les néonicotinoïdes? Oubliez, ils ont été réintroduits. Vous vous rappelez des engagements qui avaient été pris dans la loi de réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique? Reportés. Vous vous rappelez des objectifs qui étaient ceux de la France en matière de développement des énergies renouvelables, 23% en 2020, c'était la quantité d'énergie renouvelable qu'on devait avoir dans le mix énergétique. On est à 19% aujourd'hui. La France est le seul pays d'Europe qui ne respecte pas les engagements qu'il a pris en matière de développement des énergies renouvelables. Vous vous rappelez, peut-être pas, mais je vous le dis, de l'interdiction de la vente des œufs de poules qui sont élevés en batterie et en cage. C'était ce qui était dans le programme. Reporté, oublié. Tous les engagements qui avaient été pris par ce président de la République ont été reportés, ont été oubliés, ont été reportés au calendrier grec. Ça, c'est la réalité
du bilan d'Emmanuel Macron. Et ce n'est pas seulement nous qui le disons ici sur une estrade parce qu'on est en campagne électorale. Le champion de la Terre, c'est le seul président de la République qui a été condamné par les tribunaux français, par les tribunaux européens pour inaction climatique et environnementale. Alors avec le programme que nous défendons, je le disais, c'est effectivement l'idée d'une écologie qui soit une écologie de rupture, qui interroge en profondeur le modèle économique, qui refuse la culpabilisation des catégories populaires, qui met d'abord à contribution celles et ceux qui polluent davantage. C'est la règle verte, j'en ai parlé. C'est la planification écologique, c'est-à-dire l'idée de réintroduire du temps long dans la politique, de se fixer des objectifs à long terme, par exemple 100% d'énergie renouvelable d'ici à 2050, et ensuite d'organiser la formation professionnelle, la machine économique, le développement des programmes nationaux pour faire en sorte qu'au fur et à mesure que les années avancent, on vérifie où on en est de la satisfaction de ces objectifs. Les siècles, on n'en a plus beaucoup malheureusement pour agir sur le sujet. La planification écologique, c'est remettre l'économie au service des objectifs fondamentaux que l'on se fixe, pas l'État, mais que l'on se fixe, le peuple français, à travers les décisions qu'on prend au moment des échéances électorales. Bien sûr, la planification, ce n'est pas uniquement une planification étatique, c'est une planification qui ensuite organise l'action de l'État, l'action des collectivités locales, l'action des municipalités, qui offre et qui est une planification démocratique dans le sens qu'elle offre des espaces de discussion, d'échange, d'interaction, de décision aux citoyennes, aux citoyens, aux actrices, aux acteurs associatifs, aux syndicalistes dans les entreprises, pour faire en sorte que effectivement les objectifs qu'on se fixe, on soit en capacité de les réaliser. C'est un objectif, je le disais, de se fixer 100% d'énergie renouvelable d'ici à 2050. C'est un débat, on le sait, c'est un débat qui occupe pas mal de discussions ces derniers mois. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Nous nous appuyons pour ça sur le travail qui a été fait par des associations, par des chercheurs, par des spécialistes, notamment regroupés au sein de ce qu'on appelle le scénario Négawatt, et qui nous disent que si on allie politique d'efficacité énergétique, c'est-à-dire l'efficacité énergétique des logements, la rénovation thermique des logements et des bâtiments publics, des politiques de sobriété en changeant un certain nombre de nos habitudes et le développement des énergies renouvelables, alors oui, c'est possible de faire en sorte qu'on soit à 100% d'énergie renouvelable en 2050. Certains disent, mais pourquoi vous fermez les centrales nucléaires alors qu'elles sont là, etc. Mais personne n'a dit que demain, on allait mettre off sur l'ensemble des centrales nucléaires, mais c'est mensonger de présenter le tableau comme ça. Parce que la réalité, c'est que les centrales nucléaires, elles sont peut-être là, mais tout le monde sait qu'elles sont en train d'arriver une à une à l'expiration de leur durée de vie. Et donc la question n'est pas de savoir si on les ferme ou si on ne les ferme pas. La question est de savoir si on met 100 à 150 milliards pour prolonger la durée de vie des centrales nucléaires dans le programme du grand carénage, ou si on met ces 100 à 150 milliards pour le développement des énergies renouvelables, pour faire en sorte qu'on soit à 100% d'énergie renouvelable en 2050. Règle verte, planification écologique, 100% d'énergie renouvelable en 2050, gratuité des premières tranches de l'eau, de l'énergie, Daniel Obono en a parlé tout à l'heure. Rénovation et réforme en profondeur de notre système agricole, qui aujourd'hui, ce système agricole, ne remplit aucun des objectifs qui devrait être celui de notre système agricole. Il ne permet pas aux agricultrices et aux agriculteurs de vivre bien de leur travail. Je vous rappelle les chiffres, ils sont terribles. Un agriculteur se suicide tous les 2 jours dans notre pays. Il ne permet pas de respecter, de sauvegarder l'écosystème, la biodiversité. Je n'ai pas besoin de vous redonner les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, mais tout le monde sait que l'activité agricole est une des causes majeures d'effondrement de la biodiversité dans notre pays, le modèle agricole actuel. Il ne permet pas de respecter et de lutter contre la souffrance à l'égard des animaux, et c'est un sujet qui pour nous est un sujet déterminant. Alors j'ai fait tomber ma fiche, il y avait une belle citation dessus, alors je la ramasse. Lamartine, il disait, on n'a pas 2 cœurs, l'un pour les hommes et l'autre pour les animaux. On a du cœur ou on n'en a pas. Alors oui, il faut réformer en profondeur ce modèle agricole.
favoriser l'agriculture biologique, sortir des pesticides en commençant par les plus dangereux, interdire les pratiques d'élevage les plus cruelles, fermer l'élevage intensif pour faire en sorte que la souffrance des animaux soit limitée derrière nous. Créer 300 000 emplois agricoles, c'est l'objectif que nous nous fixons. Rendre les cantines scolaires 100% gratuites, 100% biologiques. Réduire la consommation de protéines carnées. Parce que oui, si on veut respecter les objectifs climatiques et les objectifs environnementaux, tous les scénarios vous disent qu'il faudra limiter d'un facteur environ 2 la consommation de viande dans notre pays et dans le monde de manière générale. Voilà quelques-unes des priorités qui sont celles du programme L'Avenir en commun et de Jean-Luc Mélenchon dans cette élection présidentielle en matière de bifurcation écologique. Bien sûr, le programme, vous le connaissez, il est plus vaste que cela et sans doute qu'il y a des choses que je n'ai pas évoquées ce soir et qui sont importantes pour vous. Alors je vous invite à l'acheter, ce programme, il y a déjà 150 000 personnes qui l'ont fait. Alors maintenant, la question qui nous est posée. À 2 mois et quelques jours, puisque jeudi prochain, on sera à 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle. La question qui nous est posée, c'est est-ce que ces éléments de cette dynamique qu'on observe partout, à chaque fois qu'on se déplace, qu'on observe dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon, qu'on observe dans tous les indicateurs que je vous ai donnés tout à l'heure, est-ce qu'on est en capacité de la faire grandir, de la faire progresser patiemment, petit à petit, convaincre un à un, personne par personne, que oui, on peut y arriver, que oui, on peut gagner, lutter contre le poison de la résignation, le poison de celles et ceux qui ont les scénarios écrits par avance, qui vous disent de toute façon, vous ne pourrez pas gagner, la gauche elle est éliminée de cette élection présidentielle, elle a passé son tour, des appareils qui commencent déjà à regarder qu'est-ce qui va se passer aux élections législatives, voire pour certains, qu'est-ce qui va se passer aux élections présidentielles de 2027. Est-ce qu'on se fait prendre dans cette résignation, cet abattement, ou est-ce qu'au contraire, comme le disait Jaurès, est-ce qu'on est capable de fatiguer le doute du peuple par la persévérance de notre dévouement, qu'on peut convaincre un à un, aller dans les quartiers populaires, auprès de celles et ceux qui ne savent pas s'ils vont aller voter, qui n'y croient pas, qui se disent c'est bien beau ce que vous dites, mais vous ne le ferez pas, ou de toute façon vous n'y arriverez pas, c'est trop dur. Regardez les sondages, ils vous mettent à 10, 11, 12, 13 parfois %. Alors vous êtes trop loin du premier tour. À cela, je leur dis, en 2017, à la même époque, les sondages de Jean-Luc Mélenchon, ils nous mettaient à 10, 11, 12%, on n'a pas lâché l'affaire, on est allé jusqu'au bout et on a fini à près de 20% des voix. Alors comme vous, des fois je me dis, bon, on va donner le maximum, mais franchement, le 11 avril, j'ai pas envie de me lever avec la langue de bois. Le 11 avril, j'ai pas envie de regretter. Le 11 avril, j'ai pas envie de me dire qu'est-ce que j'ai pas fait, que j'aurais dû faire et qui peut-être, parce que caillou après caillou, tout ça, à la fin, c'est comme ça qu'on déplace des montagnes. Le 11 avril, j'ai pas envie de me dire j'aurais dû faire si je l'ai pas fait. Le 11 avril, j'ai pas envie de me dire on a perdu encore 5 ans et il faudra attendre la prochaine élection présidentielle. Parce que oui, dans le système de la 5e République, clairement, on sait, même si on est favorable à une 6e République, que c'est en prenant le pouvoir dans le cadre de la 5e République qu'on pourra organiser la venue de cette 6e République. Alors si comme moi, vous n'avez pas envie de vous lever avec la gueule de bois, alors il nous reste 2 mois et quelques jours. 2 mois et quelques jours pour convaincre. La semaine dernière, il y avait sur la plateforme Action Populaire, qui est notre plateforme d'action de cette campagne, 250 initiatives de type porte-à-porte, caravane, dans les quartiers populaires qui étaient organisées. Bravo à toutes et tous, parce que ce travail, il est essentiel. Il nous reste 2 mois et demi pour y arriver. Je vous le dis, et ce n'est pas de la langue de bois ou un propos de meeting. Je pense qu'il y a une opportunité historique d'y arriver. Il y a une opportunité historique d'y arriver parce qu'on sait, on sent, on voit
que les divisions, bien sûr, elles existent à gauche, personne ne le conteste, mais qu'elles existent aussi à droite et aussi à l'extrême droite. Et que le seuil d'accès au second tour dans cette élection présidentielle, il pourrait être à 16%, à 17%, à 18%. Et oui, 16, 17, 18%, aujourd'hui, c'est un résultat qui est atteignable pour Jean-Luc Mélenchon et notre programme L'Avenir en commun. Alors, ce que je vous propose, c'est, après cette réunion publique, si vous ne l'avez pas encore fait, de rejoindre un groupe d'action. Si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller signer sur la plateforme Mélenchon 2022.fr pour prendre votre part de la bataille, votre part du combat. Si chaque personne convainc une personne, et si cette personne, elle convainc à son tour une personne, et si cette personne, elle convainc à son tour une personne, alors comme ça, les quelques voix qui nous ont manqué en 2017 pour être au deuxième tour, on pourra aller les chercher. Alors, pour ces 2 mois qui nous restent, j'ai envie de vous donner de la force, de l'énergie, vous dire que nous, la pêche, on l'a, on ne va pas la perdre jusqu'au 10 avril, qu'on va tout donner et qu'on compte sur vous pour le faire avec nous. Merci beaucoup. Voilà, vous l'avez la pêche aussi. Merci à vous, merci beaucoup pour votre accueil. Et maintenant, je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour notre amie Mathilde, présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise. Moi aussi, je mets le chrono, les amis. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un immense bonheur d'être à Marseille aujourd'hui avec vous. Et vous ne pouvez pas savoir quand même ce que ça dénote, ce que là, vous venez de crier sur « On va gagner » et qu'on entend un peu partout et qui donne la mesure de l'immense fort collectif que nous sommes. Parce qu'une des choses que ne voient pas les médias, certes, ils voient les immenses meetings que nous faisons avec Jean-Luc Mélenchon, avec 2500 hier personnes, encore à Tours, Manuel Bompard le disait, avec 5000 personnes à Paris, 5000 personnes à Nantes, 2500 personnes à Strasbourg, 3000 personnes, bon et j'en passe. Mais il y a un peu partout et chaque semaine aussi 15 meetings ou réunions politiques en ce moment et qui vont continuer à s'accélérer, qui se font un peu partout dans le pays et qui passent sous le radar et qui sont pourtant des démonstrations de force incroyables et que seule notre force politique peut faire parce que nous sommes là sans le candidat pour montrer qu'autour des idées, oui, nous portons ces idées collectivement et nous allons les gagner grâce à cela. Alors, bon, Manon a commencé à vous expliquer comment les riches nous volaient, avec tous les impacts que ça a et le partage des richesses que nous voulions mener. Ensuite, Daniel vous a expliqué comment les riches spéculaient et se retrouvaient notamment avec le droit au logement qui est bafoué dans notre pays. Manu vous explique comment les riches détruisent notre planète. Et moi, je vais vous dire, pour cette élection, notre plus grande force, c'est le point commun que chacune et chacun d'entre vous a avec l'homme le plus riche de France et le deuxième homme le plus riche au monde, j'ai nommé Bernard Arnault. Alors non, je ne suis pas en train de vous insulter en disant que vous êtes des évadés fiscaux, que vous voulez contrôler des médias comme ils le font à quelques milliardaires sur 90% des médias. Je ne suis pas en train de vous insulter en disant que vous avez en point commun avec Bernard Arnault de vouloir espionner, par exemple, François Ruffin. Ni de dire que vous êtes en train de détruire la planète. Mais votre point commun, peut-être le seul avec Bernard Arnault, est une force extrêmement importante. Quel est-il? Les 10 et les 24 avril, votre vote vaudra exactement pareil que celui de Bernard Arnault. Les 10 et 24 avril,
votre vote pèsera la même chose que celui de tous les milliardaires de notre pays ou les millionnaires de notre pays qui nous pourrissent la vie. Et ça, c'est notre force principale. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on dit, dernier rapport Oxfam dont vous parlez Manon, que 5 milliardaires détiennent autant que 27 millions de Français, je vais vous dire que si les 27 millions de Français vont voter, ça fait 27 millions de voix contre seulement 5. Alors pour contrer ça, puisque quand même c'est inquiétant, quand vous voyez, et puis en plus comme eux ils ont creusé les inégalités comme jamais, comme on a 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, ils essayent d'inventer une démocratie sans le peuple. Bon alors on voit le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron, on sait qu'Emmanuel Macron déteste la démocratie. Il a commencé avec les gilets jaunes. Nous nous rappelons et nous disons au président de la République qu'on se rappelle extrêmement bien des 2500 personnes qui ont été blessées, des 32 personnes qui ont été éborgnées, des 5 personnes qui ont perdu leurs mains. Et que nous savons très bien que ce qui a été fait est la violence terrible qui s'est abattue sur les gilets jaunes, s'est abattue sur toute une partie du peuple ensuite, sur les soignants qui manifestaient, sur les militants écologistes qui ont fait notamment le crime de lèse-majesté d'enlever le portrait de Sa Majesté dans les mairies, sur les militants des quartiers populaires et notamment qui luttent aussi contre les violences policières, sur les étudiants, sur les enseignants, bref, sur toute une partie de gens, jusqu'à ce nouvel ennemi que Emmanuel Macron vient de se créer, les non-vaccinés ou les sans schéma vaccinal complet, qui seraient devenus des sous-citoyens qu'il voudrait emmerder. Donc on connaît extrêmement bien cette méthode d'Emmanuel Macron. Ils nous ont fait la même chose au Parlement. Au Parlement, c'est exactement la même chose, alors il faut faire taire absolument toute opposition. Donc bon, nous à 17, on fait quand même beaucoup de bruit à l'Assemblée nationale, ça les a pas mal emmerdés, là pour le coup on peut le dire. Et alors à l'Assemblée, c'est pareil. Alors là, en pleine crise sanitaire, vous avez donc ce président qui va se cacher dans le Conseil de défense pour pouvoir prendre ses décisions, qui prend ses décisions absolument tout seul et qui demande au Parlement d'être une petite chambre d'enregistrement avec la plupart des députés de la République En Marche qui sont aux ordres et qui votent tout tellement aux ordres que rappelez-vous toujours qu'au début du mandat, à un moment, on est en train de parler d'une loi et puis Éric Coquerel prend la parole pour expliquer pourquoi cet article-là, puisqu'il va dans le bon sens, nous allons le voter. Article d'une loi du gouvernement, donc avec lequel le gouvernement était d'accord. Et ils étaient tellement surpris d'entendre des insoumis dire que pour une fois ils allaient voter quelque chose, que bien finalement tous les députés de la République En Marche ont voté contre et ils ont dû retirer leur propre article contre l'avis du gouvernement parce qu'ils avaient été trop bêtes pour regarder ce qu'ils votaient. Donc n'oubliez jamais à quel point ces gens sont sectaires. Et lorsque nous arrivons à gagner par miracle, une fois, 2 fois, peut-être dans l'année, et encore peut-être suis-je un peu trop généreuse, eh bien lorsque nous arrivons à gagner un de ces votes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous font revoter généralement à 4h du matin pour que les macronistes qui ont voté une fois pour comprennent qu'ils ont mal voté la première fois et qu'ils doivent donc voter différemment la seconde fois. Ces gens-là détestent la démocratie. Ils ont refusé le référendum d'initiative citoyenne. Ils ont refusé de faire un droit de révocation des élus. Ça ne nous étonne pas, vu comment ils sont détestés dans le pays. Ils ont piétiner tous les travaux de ce qui devait être une expérience démocratique inédite avec la Convention citoyenne pour le climat. Je vais vous dire la vérité, ces gens ont peur du peuple parce qu'ils savent qu'ils mènent une guerre contre le peuple. Et alors on retrouve cet amour pour la démocratie avec un président de la République qui refuse de se déclarer candidat, donc ils font campagne avec votre argent. Enfin bon, c'est pas la première fois, vous avez peut-être vu hier, que Emmanuel Macron, en 2016, lorsqu'il était encore ministre de l'économie sous François Hollande, a utilisé 120 000 euros d'argent public, c'est-à-dire la bagatelle de 500 euros par jour, pour faire des dîners mondains qui ont servi à sa campagne présidentielle.
Nous allons devoir déjouer cet homme et ce président de la République qui non seulement refuse de participer au débat démocratique avant le premier tour, mais qui considère surtout et avant tout, et qui veut que le peuple considère cela, que finalement cette élection présidentielle est une formalité administrative et qu'elle n'existe pas. Eh bien, nous allons nous charger de lui montrer le contraire. Et je vais vous dire, la plus grande attention que nous devons avoir, c'est que la stratégie d'Emmanuel Macron, elle est très claire. C'est que seuls ses amis les riches, à qui il a fait tant de cadeaux dans ce quinquennat, aillent voter. Et j'en veux pour preuve quelque chose qui est massif et qui est extrêmement important et problématique pour notre démocratie. C'est que leur arme numéro 1 pour faire une démocratie sans le peuple, c'est justement la question de l'inscription sur les listes électorales. Je veux insister là-dessus, les amis, parce que cet enjeu est extrêmement important. Nous parlons de 13 millions de personnes dans notre pays qui sont non ou mal inscrits. Vous avez 5 millions de personnes non inscrites. Les non inscrits sur les listes ne comptent pour rien dans notre pays. Cela ne compte pas en abstentionnisme, cela ne compte pour rien. Il y a 5 millions de personnes que ce pouvoir aujourd'hui décide qu'il ne pèse rien sur notre avenir commun. Et puis vous avez ensuite 8 millions de personnes, 7 à 8 millions, ça dépend des chiffres, qui sont ce qu'on appelle mal inscrits. Lorsque vous êtes mal inscrit, c'est par exemple que vous avez déménagé à un endroit ou qu'il y a eu un problème administratif sur je ne sais quoi, et donc vous êtes radié des listes électorales et vous ne pouvez pas aller voter. La date limite d'inscription sur les listes électorales, c'est le 4 mars. Vous n'en avez jamais entendu parler, c'est normal. L'État refuse depuis 2016 de faire des campagnes nationales d'inscription sur les listes électorales. Mais pourquoi? Mais c'est facile à comprendre. C'est qui les non et les mal inscrits? Les pauvres, les jeunes, les habitants des zones rurales et des quartiers populaires, bref, toutes celles et ceux à qui on a le plus pourri la vie et qui ont le plus souffert des politiques qui ont été menées. Donc on ne s'étonne pas qu'ils ne veuillent pas aller les rechercher. Eh bien, je vais vous dire, rappelez-vous toujours qu'en 2017, nous sommes passés à 600 000 voix d'aller au second tour et de changer l'histoire de notre pays. Nous avons récolté 7 millions de voix sur le programme de l'avenir en commun et la candidature de Jean-Luc Mélenchon. 7 millions de voix. Je vous parle de 13 millions de personnes dans notre pays. 13 millions. Vous comprenez que cette question de l'inscription sur les listes électorales, elle peut tout faire basculer dans notre pays. Parce que si tous ceux qu'ils appellent les riens, les feignants, les illettrés, les Gaulois réfractaires, et je ne sais plus quelle insulte le président de la République a utilisée contre nous, eh bien si nous revenons aux urnes, nous sommes bien plus nombreux qu'eux et nous pouvons changer l'histoire. Alors, je sais que certains se disent à quoi bon? À quoi bon lorsque vous avez différents présidents qui se sont succédés, qui en se succédant ont fait à peu près tous la même chose, avec une casse du travail, une casse de nos services publics, une casse de toutes nos conquêtes comme la sécurité sociale, l'assurance chômage, et qui n'ont fait finalement qu'une chose, servir toujours les riches et engraisser les actionnaires. Et moi, je dis souvent cette phrase à celles et ceux qui me disent ça. Je comprends le dégoût qui a été créé en politique. Dégoût créé par beaucoup de choses. La trahison des promesses, les magouilles et les scandales qui émaillent constamment la classe politique du pays. C'est pour ça aussi qu'on veut la renouveler. Et je me rappelle notamment de cette femme en porte-à-porte qui me disait « Mais madame, moi, j'ai voté. Depuis 30 ans, je vote tout le temps à toutes les élections. Et ma vie, elle se dégrade. Et elle se dégrade de manière inexorable et je ne vois rien qui puisse réouvrir l'horizon. » Eh bien, moi, je dis à tous ces gens que je comprends le dégoût qui a été créé, mais que si tous les dégoûtés de la politique partent de la politique, alors il ne restera que les dégoûtants. Et nous ne pouvons pas laisser les dégoûtants décider pour nous. D'abord parce que 2022 n'est pas une élection présidentielle comme les autres. Manuel Bompard l'a très bien dit. Nous sommes à un choix tout spécifique de la civilisation humaine. Nous ne sommes pas juste en train de choisir quelle va être notre vie commune pour les 5 prochaines années.
même si pour nous c'est insupportable d'imaginer qu'on puisse encore continuer avec Emmanuel Macron ou les alliés du système. C'est insupportable de penser qu'on puisse encore continuer à vivre avec autant de misère dans un pays aussi riche que le nôtre. Mais c'est insupportable aussi de penser que des choix stratégiques qui doivent être faits de manière urgente pour que nos générations les plus jeunes, les générations futures, puissent juste pouvoir continuer avec un écosystème compatible avec la vie humaine et la vie en général. Eh bien, 2022, lorsque Jean-Luc Mélenchon dit c'est la dernière station avant le désert, oui, 2022 est une élection toute spécifique sur cette question-là. Et la deuxième des choses, c'est que, contrairement à ce qu'ils essayent de nous faire croire, à la fois une forme de résignation, on ne pourra jamais rien changer, et à la fois de nous expliquer que vous comprenez, la politique, c'est réservé à certains. Je vais commencer par ce point-là. Je suis présidente d'un groupe parlementaire. Et une des choses dont je suis la plus fière de ce que nous avons établi et du combat que nous avons mené pendant 5 ans à l'Assemblée nationale, c'est que dans mon groupe parlementaire, il y a Caroline Fiat, celle qu'il appelait la députée Bac-2, première aide-soignante de toute l'histoire de l'Assemblée nationale qui a été élue et qui est rentrée à l'Assemblée nationale grâce à la France Insoumise. Il y a Adrien Quatennens, qui travaillait dans un call center et qu'ils appelaient lui le député call center. Il y a Jean-Hugues Ratenon, qui était auparavant au RSA Activité et qu'ils ont regardé avec énormément de mépris. Il y a Danielle Obono, qui a subi un racisme d'une crasse absolue, alors que celle qui est le plus souvent sur nos bancs, c'est elle. Et lorsque nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale, vous auriez dû voir les yeux méprisants avec lesquels ils nous regardaient. Moi, je descends de la tribune, mon premier discours, on me dit « Mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui a écrit ton discours. » Vous comprenez, j'étais une jeune femme de 28 ans, probablement, je n'ai pas assez de cerveau pour pouvoir écrire moi-même un discours. Eh bien, le mépris, ils l'ont ravalé bien comme il faut. Et oui, nous faisons de la politique bien mieux que toutes celles et ceux qui ont fait les soi-disant études pour pouvoir les porter. Première des choses. Deuxième des choses, quand ils dégoûtent de la politique, ils essayent de dépolitiser tout ce qui concerne notre vie quotidienne. Or, nous sommes là pour réaffirmer que la politique, c'est notre vie commune. Et que donc chacun et chacune a un rôle et un mot à dire en politique. Et je vous ai amené quelque chose, je veux vous parler du quartier Benza où j'étais tout à l'heure, où était organisé un parlement des cités. Je vous ai amené l'eau qui coule au robinet dans ce quartier. Vous avez vu qu'il y a une magnifique couleur, sans colorant, hein, sans, comme m'a dit l'habitante qui m'a donné cette bouteille-là, on va la faire analyser, sans curry, comme elle m'a dit. J'ai pas mis du curry dedans, c'est comme ça que ça sort vraiment au robinet. Eh bien, cette question de l'eau est une question profondément politique. Parce que lorsque l'on parle de la ressource la plus vitale sur Terre, sans qui, n'importe qui que vous soyez Bernard Arnault qui se croit tout-puissant, ou ceux qui le méprisent le plus et qui sont pourtant les plus essentiels à la nation. Qui que ce soit sur cette planète, 3 jours sans eau et on est mort. Eh bien, cette ressource, nous allons devoir déterminer collectivement qui va décider pour cette ressource, qui est profondément perturbée par le dérèglement climatique, parce que le dérèglement climatique, c'est un dérèglement du cycle de l'eau. Est-ce qu'on continue à faire ce que fait Macron et sa clique, c'est-à-dire à laisser Veolia, Suez, Nestlé, Danone et autres voler notre eau, décider pour nous sur notre eau, avec des conséquences dramatiques comme celle-ci. Parce que oui, c'est politique d'avoir une eau comme ça. Oui, c'est politique quand tout à l'heure, une habitante m'a dit, les larmes à l'œil, en me disant « Moi, j'ai des coupures d'eau quotidiennes. » Elle me dit, déjà, d'habitude, j'ai pas trop de pression. Mais hier, j'ai cassé mon pot de douche tellement je n'en pouvais plus. Je me suis retrouvée avec mon fils de 7 ans qui était tout nu, je lui avais mis le shampoing. Et là, d'un coup, coupure d'eau, il n'y a plus d'eau. Elle dit, mais moi, je n'en peux plus. Tous les jours, je n'ai plus d'eau. Alors, dès que j'ai un tout petit peu d'eau, je les mets tous les deux sous la douche, mes 2 enfants, pour le plus vite possible. Nous sommes dans le 5e pays le plus riche au monde. Et parce que Veolia, Suez, Nestlé, Danone et tant d'autres se sont accaparés notre eau, on sous-investit dans les réseaux comme ils l'ont fait. Eh bien, le droit le plus fondamental, le droit le plus essentiel à la vie est aujourd'hui bafoué. Comment peut-on accepter
et regardez droit dans les yeux. Une situation d'une indignité aussi forte. Oui, c'est politique. C'est politique lorsque les habitants me racontaient les punaises de lit. Ou quelqu'un me dit, moi je ne travaille pas, mais j'ai dû dépenser 400 € pour une entreprise qui est venue. Parce que les punaises de lit, vous savez, ça vous pourrit la vie. Ça vous pique de partout. 400 €. Nous demandons, et tout le monde s'est moqué de moi quand j'ai fait cette campagne, qu'on reconnaisse que le problème des punaises de lit est un problème de santé publique, que ça n'a rien à voir avec l'hygiène, qu'on puisse avoir des interventions gratuites. Et je crois que ça, c'est extrêmement politique. Nous devons faire un changement et une rupture extrêmement forte dans la manière dont nous produisons, nous consommons et nous organisons nos sociétés. Nous y arriverons évidemment s'il y a une mobilisation générale, une force collective qui s'organise autour du vote. Et je parlais notamment de l'inscription sur les listes électorales. Mais nous y arriverons aussi, et seulement si, cette mobilisation générale se continue partout. Parce qu'avec nous, ça sera la démocratie partout et tout le temps. Et qu'il faudra cette mobilisation générale. Nous allons créer des millions d'emplois, les amis. Alors, cette question de la liste électorale, elle est extrêmement importante. Parce que quand je vous dis, il nous reste pile un mois pour inscrire ces 13 millions de personnes sur les listes électorales. Un mois avec des gens qui, probablement, le 2 avril, le 3 avril, se diront « Ah, il y a une élection présidentielle. Et je ne suis pas inscrite, donc je ne peux pas aller voter. » Dans mon département, je vous donne juste cette indication, le Val-de-Marne. La dernière fois, en 2017, vous saviez, moi je faisais le tour des bureaux pour voir comment ça allait. 60 000 personnes ont été radiées des listes électorales. Je voyais des gens qui disaient « Mais c'est pas possible, je suis inscrite, regardez, vous avez mon papier. » Et qui avaient été radiés sans le savoir. Vous pouvez vérifier sur le site de la France Insoumise si vous êtes inscrit ou non. Vous pouvez vérifier sur le site Service Public si vous êtes bien inscrit ou non. Faites-le parce que cette question est absolument fondamentale. Et moi, je vais vous redire la chose la plus importante. C'est que lorsque je vous dis que seule la force du grand nombre peut permettre de faire ces ruptures historiques dont nous avons besoin, nous avons besoin d'avoir un déferlement populaire sur les urnes en avril 2022. Voici la tâche historique qui nous attend. Alors, pendant des années, des décennies, on pourrait même pousser encore plus loin, ça a été le tour des riches et seuls des riches. Maintenant, c'est le tour du peuple. Et moi, j'aime dire quelque chose notamment à un président de la République qui est aussi méprisant avec son peuple. C'est qu'ici, nous sommes en France. Ici, nous avons fait la grande révolution. Et d'ailleurs, peut-être avez-vous vu Jean-Luc Mélenchon qui était ce matin en commémoration de la première abolition de l'esclavage en 1794. Eh bien, nous sommes là pour rappeler à Emmanuel Macron, qui se prend pour le monarque républicain, qu'ici en France, ce n'est pas le roi qui change de peuple, c'est le peuple qui renverse le roi. Merci infiniment à vous et plein de force pour la suite.